C'est bon. Est-ce que vous êtes bien assis là? Parce que là, là, ça va Parce que commencer là, à ça piquer. va être du lourd là. Là, ça va Non, en piquer. vrai, non. Non, il dit Non, en vrai non, non, c'est on moi en reparle après. Alors, Yellow. Yellow, de quoi est-ce que tu vas nous parler, Jamy? Dis-nous tout, Yellow. En Tout. fait, en gros, je vais vous parler d'un Tout truc. Je me suis facilement rendu compte en fait que mes capacités journalistiques avaient une limite, hein, parce que encore une fois, c'est un métier. Ouais, mais l'avantage c'est que bon. c'est raccord avec nous. Ça va, c'est Qu'est-ce que t'insinues? qu'on fait les choses un peu comme on peut. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bah, j'ai fait comme je peux. Choqué. C'est pas un métier de faire des podcasts en fait. Non, non. Si. Bah, oui, mais Un non. peu, quand Si, même. on peut quand même. Oui, Non mais c'est pour ça que j'ai fait. mais c'est juste qu'on l'a pas ce métier. C'est ça. On n'est pas les lave pas. En gros, moi je vais vous parler du le potentiel futur du stockage. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça. Non. Déjà, je juste vous poser une T'as question. un rapport avec Stockomanie? Ta gueule. On peut passer Ta au débat, du coup. Vas-y. Non, déjà, juste pour vous poser une question, histoire de mettre un peu de contexte, même pour ceux qui nous écoutent. Si je vous dis, en fait, genre stockage de données, vraiment bêtement, ça vous fait penser à quoi? Un disque dur. Ouais, Le cloud. ouais. C'est Bah, tout. moi, je sais, donc. Clé USB. Oui, ouais. Ouais, Ok. donc clé USB, disque dur, cloud, etc. Voilà. Ouais, ok. C'est genre Parfait. un coffre-fort. Enfin. Je Ok, comprends. d'accord. Donc vraiment support de stockage sur le sens matériel en fait plutôt. J'ai Ouais, l'impression. voilà. Ok. Si justement on reprend ces éléments-là, c'est quoi pour vous le principal problème justement du stockage de données actuel? C'est quoi la vraie problématique qu'on a aujourd'hui là-dessus? Il y en a beaucoup. Dis-moi celle qui te paraît évidente. De toute façon après je ferai un point justement Ouais, sur tu me les. demandes de réfléchir. Ok. Si on reprend l'exemple du cloud par exemple, Ouais. parce qu'on va plus s'axer justement sur tout ce qui va être data center, etc. Protection Non. des données, Ouais, protection de données ça peut. globalement. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un cours d'informatique Alors, là. toujours, que ce soit vraiment la protection matérielle donnée, c'est-à-dire le fait qu'elle soit volée par quelqu'un, ou protection physique du matériel qui stocke du coup. Alors, dans les ouais. data centers. T'as cité le seul point que je vais pas aborder parce que la cybersécurité c'est trop compliqué Oui. pour que je puisse en parler. J'ai pas la prétention de faire ça. Mais je parlais du coup, c'est le truc physique. Non, comme mais t'as vu avec Et le VH, langage avec Cramé. Ouais. Oui, entre autres, ouais. Voilà, Bah, dans du ce coup, donc sens-là, la sécurité des données, etc. Ouais, ok, dans ce sens-là. C'est ça. L'écologie, ouais, c'est ça. Énergivore, exactement. Bah, de ouf, C'est- ça consomme un balle d'énergie. C'est exactement ça. Il y a un point, entre guillemets, qui va être le plus important. Alors, non pas que l'écologie soit, on va dire, une recherche de second plan, mais il y a un point qui va être le plus important, en fait, c'est la limite de stockage qu'on a aujourd'hui, en fait, par rapport à ce que Internet consomme de manière générale. J'ai pas les chiffres exacts de quand est-ce qu'on va arriver au bout de ce que les serveurs sont capables de stocker, mais on est vraiment pas loin du mur. Sincèrement. Il y a une estimation qui a été faite de ce que l'empreinte numérique mondiale représente. Ça représente 175 zeta-octets. Alors qu'on soit d'accord, le terme zeta-octet, je l'ai appris en faisant ma chronique. Ça Je fait ne combien de savais zéro, mec? Un zeta-octet, c'est 1000 milliards de téra. Oh, Ça fait beaucoup. Voilà. ça fait Un combien de Surtout, mégas? non, mais surtout, C'est- comme c'est tu pas dis, ça. c'est genre la différence entre 1 million et 1 milliard, déjà, c'est énorme. Bah là, c'est 1000 milliards. 1000 milliards de téra. Voilà, c'est ça. 1000 Des milliards milliards de de savoir. milliers d'octets. Voilà, c'est ça. Pour donner un ordre d'idée, un ordinateur, on va dire, T'es en train de quotidien. calculer 1000 milliards de dizaines de milliers d'octets. Ah oui. Ah, si tu convertis en octets, ouais. Pour donner un ordre d'idée, un ordinateur, on va C'est dire, beaucoup qu'on comme utilise au domicile, en général, ça fait un peu moins d'1 téra. Là, un zeta-octet, c'est 1000 milliards de téra et on en a besoin de 175 en 2025. Dans 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre le. C'est un peu foutu là. Hein. C'est mal barré. En début 2023, il y a eu un recensement qui a été fait. On a 3000 data centers à travers le monde. Et un data center, c'est un hexaoctet. Un hexaoctet, et en gros, il en faut 1000 pour faire un zeta-octet. Donc en fait, il faudrait en gros quasiment 100 fois plus que ce qu'on a actuellement pour contrer justement la demande qu'on aura d'ici 2025. Voilà. Ça On fait- est un peu responsable à notre échelle aussi. on est un peu responsable à notre échelle, c'est pas faux. À savoir qu'en plus, dans les données qui Faute sont. de la place pour le porn mondial. C'est ça. Bah, ça fait partie, ouais, justement, c'est un pourcentage assez important, justement. Moi, c'est un peu plus le Oh. oupsie. Et tous les emails que vous oubliez d'enlever dans votre boîte mail. aussi. C'est ça. En fait, justement, parfait, tu me fais une transition nickel. Dans les données qu'on a aujourd'hui qui sont stockées, on a 60 à 80% des données, c'est des archives.
Donc typiquement les mails qu'on a oubliés en 2007 dans nos boîtes mail par exemple, ou un truc qui est par exemple beaucoup plus conséquent, c'est François Ier qui a mis ça en place en 1537. En gros c'est la loi qu'on appelle le dépôt légal. En fait c'est tout ce qui est passé par la presse, en fait la presse, les ouvrages, les textes de loi, etc. En fait cette loi-là elle oblige le stockage et l'archivage de ces données-là pour un contrôle en fait de propagande dans un premier lieu, et en même temps garder une trace de l'histoire. À l'époque, c'était des bouquins, des journaux, donc niveau place, ça va. Aujourd'hui, par exemple, on a l'INA qui est stocké là-dedans. Donc c'est l'industrie nationale française. L'INA, c'est. C'est Non, Lina. L'Institut national des L'Institut archives. national, voilà, c'est l'institut que j'avais pu. De l'audiovisuel. Donc en De fait, l'audiovisuel, absolument tous les tous les, archives. Lina. Chercher aussi. tous les films et tout. Enfin, ça représente beaucoup de choses. Et ça, en fait, c'est des données froides, en fait. Donc c'est des trucs qu'on va quasiment Le jamais taxi camion. solliciter, en fait. Ouais, mais 33 zeta-octets en 2018. tu vois, le devoir de mémoire. Non, mais c'est ça. Genre, Non, mais justement, clairement, c'est ça. ça se rejoint, hein, c'est l'éternité de l'information aussi. Hein. Ouais, mais est-ce que le film, les profs ont vraiment besoin de ça pour le devoir de mémoire? Bah, en fait, ça fait Ouais, mais partie ça de existait. Ouais, c'est ça. Genre ça existait, il y a quelqu'un qui s'est fait chier à montrer sa vision du monde à travers une œuvre. Ce serait quand même con qu'elle soit perdue. C'est ça, Je en trouve plus. toujours ça dommage, même si c'est nul, hein. Même si c'est objectivement mauvais. Ouais, ça mais fait c'est partie quand de même l'histoire. toujours intéressant Voilà, en soi. Regarde les nanars aujourd'hui, comment ils sont appréciés. Les nanars. Ouais, mais les nanars c'est encore autre chose. Non, mais là. enfin, techniquement, voilà. À la 2, faut le regarder. Non, faut le garder. Ah, ouais, bon, il faudrait, tu vois, une police des mœurs. Ça ferait des métiers. Hein. C'est ça. Donc ça du coup déjà c'est le premier point au niveau vraiment de l'espace de stockage à proprement parler. Le deuxième point du coup, donc ça a été cité, c'est l'impact environnemental justement de ces data centers là. Aujourd'hui les data centers ça représente, alors ça peut paraître pas grand chose mais il faut remettre à une échelle, c'est 1,4% de la consommation électrique mondiale juste pour les serveurs. Un data Ça va center derrière. Je voilà, m'attendais à pire. c'est énorme. Non, mais je dis pas que c'est rien. Mais je dis que je m'attendais à pire. Ça augmentera forcément avec les années parce que le trafic internet en fait augmente en moyenne 20%, alors hors période Covid, hein. Internet. Donc plus le trafic sur internet en fait augmente avec le temps, plus il y a une sollicitation des serveurs, donc plus ils consomment en énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, un data center de la taille d'un terrain de foot, donc de 10 000 m², ça consomme l'équivalent sur une année d'une ville de 50 000 habitants en termes de consommation électrique. Cite-moi une ville de 50 000 habitants pour que je me représente. Brest. Non, Brest, c'est 4 fois plus. Un peu moins. Ah ouais? C'est plus de 100 000 personnes. Plus de 150 000 personnes, Brest. Il y a plus de 100 000 personnes à Brest? Ouais. Oh la vache. Bah c'est en 150 2000 Brest. 000 même. On n'est pas tout seul. Hein. À confirmer, c'est un peu Ouais, fact-check. en gros c'est plus grand que où on est là déjà, tu vois. C'est plus de 50 000, ouais, c'est sûr. On est où là? C'est ça. MX. MX Gang. Morlaix Crew. À Ouais. Mixel, quoi. Regarde, ça fait le viaduc. Ça fait le viaduc. Les particuliers et les entreprises peuvent aussi C'est bien faire du coup, régulièrement du Amiduc. ménage. Alors ça c'est encore un autre point Bien du coup, que Amiduc. j'aborderai pas, Amiduc. mais J'ai toujours un doute. mais oui, ça transporte pas de l'eau. peut faire partie, mais Des c'est boîtes vraiment mail. pas, le point principal pour réguler, on va dire la quantité de données qu'on a. C'est pas nous en tant que particuliers, comment dire, enfin, on peut tous mettre notre pierre à l'édifice, mais c'est pas le Comme truc l'écologie au principal. final. Hein. C'est comme Comme l'écologie au final. Ouais, c'est plus en fait en groupe en général qu'on fait autre chose. C'est une catastrophe. Saint-Brieuc, c'est 45 000 déjà pour comparer. Ouais, Ok, voilà. bah ok, donc c'est Saint-Brieuc. Voilà. Donc Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est de la merde. Ouais. Bref, voilà. Il y a déjà 2-3 trucs qui ont été mis en place pour essayer de compenser justement cet impact environnemental là. Le problème en fait c'est que c'est pas suffisant. Typiquement nous en Europe tous les serveurs qui sont dessus c'est de l'énergie décarbonée qu'il y a dessus. Alors ça fait un peu greenwashing pour le coup. C'est mieux que rien on va dire. Après il y a que l'Europe qui fait ça. Genre la Chine et les États-Unis eux ils en ont strictement rien à foutre. Et Non, mais surtout, faut voir leur production électrique en fait. sur les 3000 serveurs il y en a déjà 1700 aux USA. Donc au final ça représente pas Voilà, grand chose. Silicon Valley, vraiment. Et 1500 qui appartiennent à Jeff Bezos. Il y a de ça aussi. Sinon il y a des trucs un peu Ah, mais plus c'est vrai, cool. Oui. Sinon il y a des trucs un peu Le plus chiffre est pas cool vrai, mais les proportions sont assez vénères. des serveurs qui appartiennent les à Amazon, oui. Oui, bah oui. Ils ont forcément, beaucoup de serveurs. Forcément. Il y a aussi des trucs, par exemple, c'est à Amsterdam, il y a une université en fait qui a vu son eau qui est chauffée par justement en fait les serveurs, parce qu'il y a un data center qui est juste à côté de l'université et en fait du coup le circuit d'eau est dirigé dans le serveur pour justement récupérer. Le water cooling oh là là, Voilà, mais ils c'est ont trop un water cooling intelligent. entière nature. Donc Le water cooling qui sert à chauffer quoi, mais c'est ça. Donc il y a tout le système de chauffage, etc. qui est irrigué avec ça et Moi, je les fais ça avec systèmes mon d'eau de base.
Mais voilà, c'est vraiment pas suffisant en fait pour contrer l'impact environnemental de base. Au-delà de la consommation énergétique, il y a un deuxième truc qui est quand même ultra important, c'est le matériel qui est utilisé dans les serveurs. Typiquement les disques durs, les composants en fait électroniques, qui sont forcément une hérésie en termes de consommation de matières premières. Surtout que quand on fait le calcul avec justement la quantité de données qu'il y a actuellement dans les serveurs, c'est un peu plus de 300 000 disques durs par data center qui sont à renouveler en moyenne tous les 5 à 10 ans. Parce que la durée de vie, justement, en moyenne, c'est ça. C'est un petit peu optimisé selon comment c'est utilisé, etc. Mais ça reste quand même assez assez énergivore en termes de matières premières. La moyenne en général de coût de maintenance d'un data center, c'est 20 millions par an pour un data center. Donc ça coûte une blinde à cause justement du matos qui est à recycler quand même très régulièrement. Et du coup, le troisième point, c'est la durée de vie des données. Mais ça, je l'ai dit juste avant. Parce qu'un disque dur, c'est pas éternel. Maintenant, en gros, qu'est-ce qu'on a comme solution pour ça? C'est là justement le point de la chronique. C'était une petite intro, désolé. On arrête Internet. C'est l'âge de pierre. L'âge de pierre, c'est ça. Ouais, on on va arrête reprendre des Internet. tablettes, des pieux et des marteaux. Vrai Non, homme lance caillou. c'est Let's ça, go. Exactement. Il a eu un petit sourire quand t'as dit caillou. hein. Oui, toujours. toujours. Oug. Fais tatouer un caillou. En fait, la solution, si on reste sur les technologies actuelles, en fait, ce serait de construire en gros 170 000 data centers en 2 ans. Donc, c'est techniquement pas gérable. Bon. Ça fait. T'es pas assez ambitieux, mec. Ouais, c'est ça. C'est sûrement ça. Question d'ambition. On met ça, non, mais on met tout ça dans le tiers-monde. Tu vois, comme ça, au moins, ça nous fait pas chier nous. Et en plus, c'est directement à l'endroit où sont les matières premières. Donc, Ouais, grave. ouais, voilà. Ouais, grave. Dans Rappelle-moi le de Sahara, jamais je pense te que c'est donner bien, de Ouais. responsabilité. Bah non, on fait ça au Groenland. En fait, on les met tous au Groenland, comme ça. Non, ça va fondre après, avec la chaleur. Mais alors, ça refroidirait les serveurs. Tu sais ce que je veux dire? C'est genre enfin du coup là c'est un refroidissement passif. Du ice cooling. Genre, Mais non, c'est par pas- contre, pour le premier degré, il y a l'industrie justement est en train de beaucoup se déporter vers les pays nordiques, enfin vers déjà la partie haute de l'équateur. pour économiser en énergie, Voilà, parce que c'est ça. le temps aide à refroidir. Mais le problème c'est que ça va réchauffer. Enfin voilà, c'est C'est un cercle Le vicieux. cercle vicieux, exactement. La lune. Du coup, concrètement, sur la face cachée de la lune, mais putain, mais oui. alors ça fait des longs câbles quand même. Bah ouais, mais J'ai bon, posé en la vrai. fibre. Alors, non mais par contre premier degré, Oui, dans l'espace, oui. il n'y a pas de transmission thermique. Enfin tu vois genre étant donné que c'est du vide, donc techniquement ça chauffe pas. Ouais, mais il y a déjà assez de merde dans l'espace, non? Tu penses Non, pas? mais tu Non, la ce que je veux laisses dire c'est qu'en gros on accrocher. pourrait faire des stations spatiales. Voilà. Enfin tu vois genre des stations orbitales Tu fais une mais section justement, sur l'ISS. Par contre le coût que ça doit coûter à Bah, envoyer dans l'espace. déjà, par et contre, puis s'il n'y a pas de conduction thermique, ça veut dire que la chaleur en fait elle reste à l'endroit où elle a été créée, donc. non elle se dissipe. T'es sûr? Bah Parce oui. que, bah non, parce que la chaleur c'est un transfert d'énergie. Si quand je fais ça, ma main elle te paraît chaude, c'est parce qu'en fait je suis en train de te drainer ton énergie de. ton- Vital, ah ouais, super. Oh, le vampire. Non, mais La en gros, c'est censure. ça, c'est comment dire, la chaleur, c'est un transfert d'énergie. Donc, si t'as pas de transfert d'énergie, je pense que juste la chaleur, elle reste stackée sur le composant. Donc, je suis pas sûr que ce soit. À se renseigner en vrai. Mais pour moi, c'est pas viable. Je sais pas. Genre, il n'y a pas des machines qui sont sous vide justement pour ça? À voir, non, mais. Bah, Disque du on regardera. À voir. On regardera. Parce que non, pour moi, ça me paraît pas complètement avec débile. la pollution de l'espace. C'est ça. C'est clairement ça. Donc, du coup, il y aurait potentiellement une solution qui nous viendrait en fait de la biologie. Donc, alors ça peut paraître un petit peu éloigné, la biologie et la technologie, mais en fait pas tant que ça. Il y a le CNRS en fait qui bosse sur un projet. Donc le CNRS, c'est le Centre National des Recherches Scientifiques, qui bosse justement sur ce qu'on pourrait appeler justement le stockage du futur. Et en fait, on se servirait de l'ADN pour stocker les données. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Je vais déjà juste expliquer brièvement comment ça fonctionne l'ADN, vraiment brièvement. Hein, je suis pas voilà. Vas-y. Prends plein de lettres. En gros, chaque être vivant, peu importe lequel, je vais te niquer, peu importe n'importe quel être vivant, en fait, on est composé de cellules. On a tous des cellules et en fait chaque petite cellule, on a c'est ça en fait, on a notre code génétique entier qui est stocké à l'intérieur de chaque cellule, sachant qu'une cellule c'est 1 micromètre, c'est invisible à l'œil nu. Chaque mitochondrie. Hein. Bon, non, c'est les cellules au sens large. L'ADN, c'est pas dans la mitochondrie que c'est ok? En fait c'est le code génétique en gros. L'ADN c'est le code génétique qui est stocké dans chaque cellule. Monsieur ADN. Qu'est-ce que ça veut dire ADN? J'en sais rien. Fan de Jurassic Park, t'inquiète. Oui, on monsieur connaît, ADN. ADN, je sais plus, c'est un noir allongeant. Acide désoxyribonucléique. Voilà. Vraiment. Ouais, c'était juste Ouais, parce que c'est ça, j'ai réussi à le c'est retenir, clairement. fallait que je le place. Ah. Fallait que je le place. Bah, Non, tiens, vraiment. j'ai fini ma chronique. Non, mais ça. Et Ouais, bon, je t'en prie. Non, du coup, Je suis impressionné. Hein. comme je disais, donc l'ADN, on a le code génétique en fait qui est 15 entier, minutes, c'est ma première. stocké dans un truc qui est vraiment tout petit. plus pour longtemps. Excuse-moi, mais celle-là elle est vraiment trop bien. ADN, c'est le truc de streaming. Ouais, d'ailleurs, il y a Jamais Goblin finir ma Goblin chronique, hein. Slayer saison 2 sur ADN. Voilà. Vas-y.
Donc je disais. J'ai eu pareil là. Pardon. Insupportable les deux. Ah, grave. On va faire la chronique, on va faire le Il y a un peu de podcast bonbons. sans vous. Bah, il y a 12 sachets, casse pas la Ah ouais. Oh, ouais. À la régie. Bref, je disais, on a tout le code génétique entier en fait qui est dans des trucs qui font 1 micromètre. En gros, le code génétique, c'est vraiment ce qui permet d'avoir nos fonctions primaires en fait. Le fait qu'on vive, qu'on puisse respirer, boire, manger, se reproduire, c'est vraiment notre code génétique. On a tout qui est stocké là-dedans. Donc en fait, la nature, elle a déjà réussi en fait à compresser à mort les informations. Pour donner un ordre d'idée, si on transmet une information numérique en ADN, on pourrait stocker l'équivalent d'un data center dans 2 grammes de matière. Littéralement. Donc c'est une goutte en fait. On pourrait stocker l'équivalent en fait d'un data center qui fait la taille d'un stade de foot. Propre. Voilà. Concrètement, pour expliquer comment ça fonctionne, l'ADN, en fait, l'information dans l'ADN, elle est écrite avec ce qu'on appelle des bases azotées. Si on se met un peu en tête le schéma de l'ADN, vous voyez sûrement le petit truc en spirale. Ouais, j'ai vu Spider-Man 1. Ce que j'allais dire, ouais, dans Spider-Man 1, du coup. Voilà, typiquement. Donc on va La dire 3D, c'est avec le. Tu sais, genre, il se fait croquer par l'araignée, là, ce coup, c'est. Ah là là, c'est. Tu vois oh, l'ADN c'est qui est bleu. modifié, du coup. Ouais, je vois Voilà, pas. bah Je tiens, connais pas. tu vas pouvoir voir justement à quoi ça ressemble. On a cette sorte de spirale entre guillemets avec plein de petits bâtons à l'intérieur. Ouais. Et en fait, les petits bâtons qu'il y a dedans, c'est justement ce qu'on appelle les bases azotées. Et Dans Il C'est faut ça. la vie. exactement. Et en fait, ces bases azotées là, en termes d'écriture, c'est pas si complexe que ça, dans le sens où en fait, il y en a que 4. Donc c'est vraiment genre A, C, G et T. Je veux absolument aucune blague sur La la CGT. CGT. Voilà. J'avais pas vu venir. Donc en fait c'est pas si complexe que ça, on le maîtrise déjà, on arrive à lire justement l'ADN aujourd'hui avec une aisance quand même assez grande, et en informatique en fait nous tout est codé en binaire, donc c'est ce qu'on appelle une base 2, et l'ADN en fait c'est une base 4, nous on a des 1 et des 0 partout. C'est ce que je disais, en fait, quand tu me parlais de problématique, je parlais aussi. C'est ça que je voulais dire, le langage. Dans le sens où tu vois, genre être limité à des 0 et des 1, ça fait que forcément, pour dire la même chose, des fois, tu es obligé d'avoir une sacrée répétition. Ouais, Et chaque caractère représente, bah, du coup, c'est combien de. 8 octets. 8 octaves, voilà. ouais c'est ça. Alors, Donc forcément, un langage optimisé pourrait permettre aussi. alors réduire le données. optimiser pas tant en fait, parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui quand on utilise un ordi ou un téléphone ou un truc comme ça, tout ce qui se passe on va dire Dedans. dans les backstage comment dire, de l'appareil numérique en fait c'est du binaire, et nous ce qu'on voit sur l'écran c'est pas des 1 et des 0 à la Matrix. Donc en fait la conversion du binaire on la maîtrise mais genre depuis des années. Oui, mais ce que je veux dire, c'est en fait le nombre de trucs pour écrire le même caractère. Tu sais, quand tu dois convertir un truc en binaire, le fait d'avoir Tu 8. fais x4 du coup en termes de nombre de caractères. Si tu transposes du binaire Ouais. en ce qu'on pourrait appeler code génétique, en gros tu fais x4 entre guillemets en termes de taille d'information. Comment ça? Bah t'as 4 fois plus de caractères pour la même information. En génétique? Non, l'inverse. Oui, Donc, oui, voilà. tu Du coup, divises mais par du coup, quatre, c'est-à-dire oui. que tu divises par 4 en fait la place entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait que je veux dire, c'est Bah qu'en non, gros, c'est par rien que puissance deux. 4, pardon. Puissance 4. Ouais, puissance 4, donc c'est encore plus Donc oui, non, violent. c'est vénère. C'est rigolo, ça. C'est ça. Donc en fait, là, en gros, on sait qu'on est capable de faire la conversion justement du numérique vers le côté ADN. Maintenant, il faut juste trouver en fait un moyen d'écrire cette information-là, comme on pourrait graver en fait un disque, un CD ou un disque dur. Et ça tombe bien. Ça, c'est pareil, on sait le faire. C'est un truc où Ça tombe bien. les synthétiseurs d'ADN, justement, faire de l'ADN de synthèse, ça existe depuis un petit moment. On a le matériel pour le faire. Donc, on est capable de reproduire des tissus humains, par exemple, ou des trucs comme ça. Et ça passe par l'encodage de l'ADN. Donc, on sait le faire. Il y a déjà des tests concluants qui ont été faits justement d'écriture d'informations sur une base d'ADN qui ont été concluants. Le deuxième point sur lequel cette technologie est avantageuse, au-delà de l'espace de stockage que ça prend, c'est la longévité. J'y viens après. Et pas si cher en plus. Justement, Moins cher, le c'est point moins d'a- cher. Non, justement, c'est le point d'après. En fait, la longévité, c'est la durée de l'information. Je le disais tout à l'heure, un disque dur, c'est entre 5 à 10 ans. L'ADN, aujourd'hui, on a estimé que ça pouvait se conserver 50 à 100 000 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Et ça, c'est une estimation, sachant qu'on a réussi à trouver des traces d'ADN qui datent de 2 milliards d'années. Donc je pense qu'en optimisant les procédés de conservation de l'ADN de manière générale, je pense qu'on a Mettre moyen dans de des pousser glaçons. C'est au-delà pas des sans 100. conservateur quoi. Non mais c'est ça. Faut mettre dans des glaçons. Oui, l'ADN se réserve avec le froid justement. Donc voilà, en vrai de toute façon j'ai envie de dire même déjà 100 000 ans, is ok, on va dire. Ouais. Tout ça pour garder des emails, quoi. C'est ça, ouais. Entre autres. Du coup, on pourrait se poser la question, en fait, on sait le faire. Pourquoi justement, en fait, c'est pas encore en place? Il y a plusieurs. Parce que la norme, échanger de la norme en fait c'est toujours compliqué. Et pas tant justement, parce que là on a une vraie problématique. En fait, le CNRS, ils ont mis en place justement le PEPR. C'est, alors je vais le relire parce que je sais plus c'est quoi le nom exactement.
Le PEPR, c'est le programme et équipement prioritaire de recherche. Donc en fait, quand il y a une vraie problématique scientifique ou sociale, du moins, en fait, c'est vraiment ce pôle-là qui est dédié à ça. Donc en fait, c'est considéré quand même comme une sacrée urgence. Donc même si le changement de méthode va être assez long, il faut le faire. Là, ça devient une réelle nécessité. Donc du coup, déjà le premier point sur lequel pour l'instant on a besoin de travailler, c'est justement, t'en parlais, le coût de production. C'est relativement cher pour l'instant. Mais c'est largement moins cher qu'il y a 10 ans. Oui, C'est mais ça, en alors, fait, c'est qu'en gros, les prix problématique évoluent. Voilà, la Les prix problématique évoluent économique, parce que forcément, en il y a soi, plus c'en est pas d'offres. vraiment une. Enfin, il y a plus de demandes. Donc, qui dit plus de demandes dit qu'à un moment, il y aura plus d'offres et donc plus de compétitivité. Donc, ça coûtera moins cher. Comme n'importe quelle technologie novatrice, C'est ça. le coût en fait Il à va la réduire sortie, drastiquement. Voilà, c'est ça. C'est le côté justement assez démocratique en Là, fait. parce de que la chose. c'est juste, là, ça coûte cher parce que c'est un peu funky, tu vois. C'est genre, ouais, vas-y, on fait un truc, C'est ça. on essaye quoi. Justement, en termes de tarifs, si ça peut intéresser La nouvelle certains, aujourd'hui, si on veut faire un caractère, genre une lettre, en gros, ça coûte 28 centimes. Ça fait quand même 45 balles le SMS. Voilà, ça fait quand même cher, sachant que ça, c'est juste pour synthétiser l'ADN. Donc, c'est juste pour écrire le message. Après, il y a la méthodologie l'envoyer. inverse pour justement récupérer l'information en fait une fois qu'elle est stockée sur un support. Et ça, en gros, alors ça, j'ai pas trouvé les prix, mais de ce que j'ai compris, c'est 3 fois le prix en fait de la synthèse. Donc, en gros, si ça te coûte 50 balles à synthétiser, à séquencer, ça te coûte 150. Alors, j'ai vu Donc, sur 200 un balles plateau le que truc. justement, ils avaient un système comme ça. Et qu'ils commençaient à travailler sur les. Justement. Et ben, alors je pense que ça va être le Sur la plateau que je te technologie. parle. Oui, La c'est ça. technologie qui. Oui. Et sinon, pour donner un ordre d'idée, un séquenceur, un petit boîtier aujourd'hui, on peut en acheter dans le grand public, ça coûte entre 1000 et 5000 balles, selon le modèle que tu veux prendre, si tu veux un truc qui est plus autonome ou pas. Donc en fait, on peut, je crois qu'à titre particulier, on peut en acheter encore. Ouais. Mais voilà, après, une fois que tu as ton séquenceur, c'est bon, mais si tu fais appel à un laboratoire, ça a un coût quand même qui est plus élevé. Ce que je disais, le premier essai en général il coûte super cher, ça va se démocratiser avec le temps. Donc, entre guillemets, l'aspect économique de la chose n'est pas forcément une grosse problématique. Il y a pour des le labos moment. qui vont se spécialiser là-dedans parce qu'en gros, les Mais il labos y en qui a font déjà, ça. hein. Non, mais les labos qui font ça actuellement, c'est pas des labos genre leur seul taf, c'est littéralement en gros de C'est ça. graver de la donnée. Pour l'instant. Exactement. Et le deuxième point pour l'instant, ça va être au niveau du temps de lecture et d'écriture des données. Genre, par exemple, graver un octet, ça prend une centaine de secondes. Là où sur un disque dur, graver un octet, c'est une fraction de seconde. Donc on a encore cette problématique-là en fait où les données prennent trop de temps à écrire et à être lues pour le mettre au service en fait Ce qu'on a actuellement. de l'internet moderne en fait tout simplement. En prenant justement ces deux points-là, le CNRS ils ont fait une estimation pour la viabilité économique et matérielle entre guillemets du procédé. Ils partent du principe que si sur 24 heures on arrive à écrire et décoder 1 giga de données pour 1 euro, on pourra s'en servir pour justement ce que je disais tout à l'heure, les données froides, donc tout ce qui est archives, etc. Et si on arrive à faire la même chose 24 heures pour 1 euro, mais pour 1 Tera, on pourra même s'en servir pour les services de streaming par exemple. C'est les trucs les plus gourmands aujourd'hui en termes de bande passante. Donc en vrai, c'est pas si loin que ça. Le CNRS, il part du principe que normalement d'ici 10 ans, on aura au minimum le premier palier, donc tout ce qui est archivage de données froides qui devrait être fait. Et il parle même de potentiellement mettre ça en fait à grande échelle déjà d'ici 10 ans. Ce qui est techniquement parlant pas si loin que ça. Donc c'est pas plus mal. Et le troisième point justement sur lequel ils doivent encore bosser pour le mettre au grand public, c'est la fiabilité de l'encodage et de l'archivage. Aujourd'hui on sait que sur des petites quantités de données, on arrive à le faire avec un taux de réussite qui est quasi parfait. Mais le maximum qu'on a fait pour l'instant c'est 16 gigas. Alors, en gros c'est gigas, allez, on va dire peut-être 3-4 films aujourd'hui en gros. Donc ça reste quand même pas énorme. Le problème c'est que plus on augmente la quantité de données qu'on va écrire ou décoder, automatiquement en fait on va augmenter le risque d'erreur. Le problème c'est que je vous rappelle qu'il y a un data center dans 2 grammes. Tu te plantes de 1 bâton, bon courage pour retrouver ta donnée quoi. Il y a quand même ce côté organisationnel en fait qu'on a intérêt à être ultra rigoureux pour justement pouvoir s'y retrouver parce que dès qu'on miniaturise L'archivage qui va être infernal. voilà c'est ça. Et du coup Et conserver où, comment, pourquoi j'y viens justement. Position. Concrètement, là, le CNRS, je pense que c'est un projet viable déjà par rapport à la longévité qu'ils ont annoncé et ils ont mis un peu plus de 20 millions sur la table, hein, le CNRS, pour ça. Non mais je me dis, ça serait quand même cool, il y a quelqu'un qui pourrait le manger, en fait, manger un data center. Rien que ça, tu vois, et genre, même pas s'en rendre compte, hein. Ne pas laisser dans les mains des enfants de moins de 3 ans. C'est ça. Ça reste raisonnable niveau temps si on a une échéance, pas le choix. Alors après, le système qui est géré en interne dans les data centers pour justement traiter les données, etc. Je sais pas exactement comment ils vont se démerder, mais ça sera pas un truc où tu attendras littéralement 24 heures pour avoir ta donnée. Ça sera quand même instantané, parce qu'il y aura de la mémoire tampon, etc. Enfin, ça sera géré de manière à ce que... et c'est une technologie qui est complémentaire aux technologies de stockage actuelles. On n'aura pas, dans 20 ans, on n'aura pas que de l'ADN pour avoir nos données personnelles. On aura toujours des disques durs physiques, sauf qu'on en aura peut-être 70 fois moins, quoi.
Ça se trouve, tu vois, genre on va partir dans un délire un peu biopunk, tu vois, genre C'est vrai, bah, on aura des séquenceurs directement connectés au cerveau et bam, tu veux rentrer n'importe quelle information, bam, bam. ça serait vachement plus simple justement avec un système d'encodage par ADN. Bah oui, plus parce que qu'avec du le coup, c'est numérique directement un langage Voilà. que notre corps parle en fait. Après, commencer à toucher à l'ADN humain, ça engendre, ça engendre des problématiques éthiques un peu plus graves, je pense quand même. Bon. C'est un autre débat après. En vrai, moi, je c'est pense encore un autre débat. Je pense qu'en vrai, on pourrait s'amuser. hein. Perso, je suis chaud. Bah grave. On va pas Un rentrer humain avec des là-dedans. plumes de bites, mec. Et quoi? Quoi, pardon Des... non, je me suis perdu. Attends. Des plumes. Genre, t'imagines, genre, à la place des cheveux, genre, tu modifies le code génétique pour faire des plumes. Du coup, le mec, il a pas les cheveux, il a des plumes. En forme de bite. Non, mais je sais pas, et tu après la parles de tub. Genre Ah, des plumes sur la tête. Oh, Des plumes de tub. Voilà. Pardon, excuse-moi. Waouh. On parle de manipulation génétique, j'ai toujours trouvé ça fascinant, le fait de changer les poils par des plumes. Non, mais juste visuellement, c'est un truc Mec, assez charmant. non, mais je ça veut dire que t'as des plumes partout, du coup. trouve. Sous les aisselles, frérot. Oh, ta gueule. Vas-y. Ouais, mais c'est des petites plumes d'uvette toutes douces. Dans le nez. Ah, Dans le Toutes douces, nez. c'est comme les petits poussins. Bref, Sur le nanu. ta gueule. Concrètement, justement, tu parlais de comment dire donc je disais, le CNRS il a mis 20 millions sur la table étalés sur 7 ans pour cette technologie-là, et justement ils sont pas tout seuls à bosser dessus. Il y a un peu plus de 20 laboratoires différents en fait sur. Ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls. Il y a un peu plus de 20 laboratoires en gros européens qui sont justement qui les aident là-dessus. Typiquement, le labo c'est Imagen, c'est un labo qui développe en fait des petites capsules qui sont vraiment exprès faites pour stocker les informations. Alors c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, genre on voit sur le visuel, c'est une petite capsule en aluminium, enfin c'est de l'aluminium si je dis pas de bêtises, De la ventoline. de cyanure. qui fait quoi, 1,5 cm et de diamètre, ça doit faire un demi-centimètre, quelque chose comme ça, et ça par exemple c'est capable de stocker 5000 téras de données. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et eux justement, il y a une problématique qui était avec l'ADN, c'est au niveau de la conservation, on est obligé de garder justement la chaîne du froid, etc. Eux, leur mission justement, c'est de réussir à faire un petit support dans lequel on pourrait stocker l'ADN sans avoir à faire justement à cette chaîne du froid. Donc on pourrait les conserver en fait juste à température ambiante, quoi, tout simplement. Okay. Donc il y a quand même, c'est ultra fédérateur au niveau du projet de manière générale. Et là, je parle vraiment juste de l'Europe en elle-même, sachant que genre les ricains, ils ont mis 50 millions, pardon. Ils ont mis 50 millions sur la table et il y a Microsoft qui a mis des billes dedans. Donc si des entreprises comme Microsoft mettent le nez là-dedans, je pense qu'il y a quand même un truc à faire, quoi. Mais donc, du coup, avec des refroidissements au gaz, quoi. C'est ça, exactement. Et l'argon de l'hélium, ouais. Et Avec c'est de en fait, l'argon. ça, c'est des capsules qui sont complètement Bah, autonomes. Oui, l'argon, ça me parle aussi parce que c'est Bah du gaz de ouais. soudure en fait. Bah, c'est surtout. C'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment, ils jouent vraiment sur le côté étanchéité. Alors ça serait plus un projet qui serait valable sur le côté archivage, puisque là, ça sera vraiment, en fait, quand tu as besoin de la donnée, il faut que tu ailles physiquement le prendre, etc. Je pense qu'il y aura un système un peu différent pour le flux tendu. Il y a de fortes chances aussi que ça soit du... Bah moi Beaucoup c'est plus l'hardware utilisé. moi c'est l'hardware qui me enfin du coup c'est conserver d'échantillons génétiques. Là directement moi je vois des excuse-moi hein, moi je vois des pourquoi c'est une banque du sperme que j'ai qui me vient alors, bref, plein d'éprouvettes qui sont stockées comme ça dans des frigos. Alors, j'ai commencé à m'enseigner là-dessus. Déjà, on trouve pas tant que ça d'informations. Il y a beaucoup de trucs qui sont déjà en anglais et avec un langage qui est beaucoup trop pointu pour moi. Donc, même avec des outils de traduction et tout, j'étais en mode je vais pas me lancer là-dessus, je vais dire des dingues, ça va être n'importe quoi. Donc, je préfère garder, on va dire, un truc plutôt chill en termes de comment dire, pour rentrer dans le sujet, Ouais. plutôt que de dire des putains de conneries. Mais ouais, je serais curieux aussi de comprendre réellement comment ça fonctionne. Après, je pense qu'il y a le côté où déjà, si on enlève les 70% d'archivage, en fait, on va pouvoir, avec les structures actuelles qu'on a, utiliser juste pour ce qu'on appelle l'internet moderne, enfin les trucs qu'on utilise vraiment à flux tendu. Et comme le disait justement la régie dans le chat, il y a de fortes chances aussi que ce soit une technologie qui soit essentiellement réservée en fait aux professionnels. Typiquement les serveurs de Netflix ou trucs comme ça, où ils savent qu'il y a tel truc avec les algorithmes, en fait ils savent ce qui va arriver, donc ils pourront déjà Ça et aussi le fait que 4K, 8K, enfin ça augmente au fur et à mesure la qualité vidéo, C'est pour ça d'ailleurs que les télé 8K ne sont plus commercialisées. Bah C'est parce oui. que c'était une hérésie en termes de bande passante. Non mais déjà la 4K c'est gourmand de ouf. Voilà. Hein. Franchement je pense que On là a le pas de quoi avoir la 8K ou la 4K de façon de base. C'est ça. La 2K franchement c'était bien, hein. Franchement c'était déjà un bon gros step up. Ouais. Je pense qu'on n'a pas on va dire c'est Pas cool plus. pour le fun, tu vois, genre l'IMAX, le machin, mais c'est de l'hérésie de ouf, oui. Bah voilà, faut que ce soit vraiment dans du cinéma ou truc comme ça, C'est ça, où tu ou payes c'est- une prestation pour avoir cette qualité d'image. Voilà, c'est que tu puisses l'avoir que dans C'est certains ça. endroits. Et puis en plus, je suis désolé, mais j'ai mal à mon informatique quand je vais chez des gens et qui regardent des vidéos YouTube en 480p sans que ça leur fasse mal au cul. Donc en vrai, j'ai envie de dire, le 8K, c'est pas non plus pour le grand public. Le 8K, c'est pour ce qu'on pourrait appeler des nerds, quoi. Enfin, c'est. Oui, Ah moi, oui, je- bah là c'est des voilà. gens qui mangent des cartes graphiques parce C'est que ça, déjà faire tourner de la 8K.
Déjà, faut le matos pour le faire, et surtout, il y en a plein en fait. Typiquement, il y a YouTube qui a sorti ça là pour. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 mois ou 2 ou 3 mois que c'est en place. Le premium payant avec le qualité plus. Alors, débit optimisé justement pour le YouTube Premium, mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est que maintenant, vous vérifierez sur votre téléphone, par exemple, quand vous regardez une vidéo YouTube que vous la lancez, elle se met automatiquement en 720p. Elle se met plus en 1080p. 480, mec. J'ai un problème avec ça, c'est quand je le lance directement, il faut que je le lance depuis Google Chrome sur le portable, parce que si jamais je vais directement sur l'appli YouTube, je ne peux pas régler je suis à 360p. Je ne peux pas régler. Alors toi, t'as peut-être un problème sur ton application. Ouais. Mais par contre, de manière générale, vous pouvez regarder quand vous regardez une vidéo, elle se met en 720p. C'est quand je clique, en fait, il me propose pas ouais, vous voulez mettre en 360, 720 machin comme. Il te met haute qualité, préservation. Et en fait, quand en bas, tu vas tout en bas, t'as personnalisé, tu peux avoir tes. Ok. Tu peux avoir tes trucs. Mais voilà, et en fait le truc c'est que ça je m'en suis rendu compte parce que moi je suis assez je vois en fait quand c'est en 720p. Ça me trigger, j'aime bien les belles images donc je l'ai vu et en fait je me suis rendu compte en faisant mes recherches, clairement, je suis un bouffeur de cartes graphiques. Et je suis devant la caméra, vous y habituez pas, après moi je retourne là-bas hein. Moi j'ai les cartes graphiques. C'est ça. Et du coup voilà, il y a ce truc là en fait où personne n'en parle parce que personne s'en est rendu compte. Enfin le grand public entre guillemets, ils ont baissé par 2 la qualité des vidéos que les gens regardent, personne s'en est rendu compte et il a vraiment fallu que j'aille voir sur des forums Reddit ou des trucs comme ça pour trouver l'info et que c'était bien YouTube qui avait mis ça en place. Donc en vrai les gens ils en ont rien à foutre de la 8K. Si déjà ils font pas la diff entre le 720 et le 1080p, quand même quoi. Pas besoin de plus, hein, vraiment. Déjà 1080p en vrai. Mais comment est-ce que je fais pour faire tourner au mec qui met 4090 mec? S'il n'y avait pas en 8K le jeu avec 600 FPS mec? C'est ça. Ouais. Non, la course au toujours plus et c'est des trucs qui sont de plus en plus gourmands et pour rien parce qu'après on peut pas révolutionner le binaire à un moment quoi. Ouais. Genre le binaire c'est le binaire. Bon après le jour où ça va commencer à partir sur de l'ordinateur quantique là. Non, on l'a déjà l'ordinateur quantique, mais c'est pareil, c'est juste que là par contre c'est si on fait un comparatif avec ce que je parlais, c'est qu'en termes d'ingénierie c'est 10 fois plus vénère que juste du transcodage du transcodage ADN et du coup là c'est pareil, ça sera vraiment au service du B2B, c'est vraiment que pour les pros, ça sera pas pour le commun, pour les moldus. Bah peut-être pas en fait, ça pourrait signer un espèce de renouveau dans l'industrie du jeu vidéo, de tout, et de audiovisuel. Alors du coup ça sera B2C, ça sera pas à titre personnel en fait, tu utiliseras pas genre nous par exemple on a un serveur pour la prod, on n'utilisera pas un ordinateur quantique pour la prod. Après ça dépend du type d'information sur lequel le marché arrive grâce à ce genre d'arrivée de production. Parce que dis-toi en fait c'est qu'en gros une révolution comme ça va tirer tout le reste vers le haut. C'est qu'en gros tout le monde va essayer de se mettre dessus parce que voilà c'est le nouveau truc super puissant. Qu'est-ce que je peux en faire moi? Et au final, ça va finir par retomber chez les consommateurs. Ouais. Voilà, du coup, ce que j'avais à dire, j'espère pas avoir été trop violent. C'était cool. T'as pas suivi, t'as décroché. Alors, en vrai, Du coup, j'ai mis tout mon cœur. Le stockage de l'information dans l'ADN, mec. Ouais, mais ça je l'avais. Mais t'as les yeux pissous, on dirait que tu vas faire une mais il y a sieste. vraiment eu un moment où genre j'étais là. Oh putain, j'arrive plus à comprendre. Oh putain. Vraiment, j'étais genre. Mais j'étais vraiment. Vas-y, concentre-toi. Ça voulait pas. C'est pas Science et Vie Junior. Ah là là, je te jure. Je dis pourtant je connais Jamy et tout. Hein, mais... Et du coup, si j'ai juste un dernier truc à dire. Il a dit du coup. Ouais, j'ai dit du coup. Une Tout le monde petite dit du recommandation, et je pense que c'est la vidéo de laquelle tu parlais. Petite recommandation pour la chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube et le podcast qu'ils font sur leur chaîne Twitch, c'est Underscore. C'est un podcast que Micode fait et eux ils rentrent un peu plus. Il y a justement Tiffany qui parle de cette technologie-là de manière générale. Je m'en suis clairement inspiré. Alors j'ai essayé de faire mes recherches de mon côté, etc. Mais c'est clairement eux qui m'ont donné l'envie comment dire d'en À un parler. moment, tes recherches elles sont limitées par notre budget Un aussi. Quoi. Tu IDB. vas pas vraiment séquencer un truc Voilà. pour tester. Et Quoi. eux justement ils l'ont fait. Donc Voilà. en fait si vous avez envie d'aller voir un peu plus comment ça fonctionne sur le côté biologique, en fait sur vraiment les séquenceurs, comment ça fonctionne, etc. Allez voir sur leur chaîne. C'est en plus petit clip plus. Déjà Tiffany elle parle super bien. Elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait et elle parle avec Jamy. Trop bien. Du coup c'est un peu cool. Et de manière générale de toute façon pour les plus gros bouffeurs de cartes graphiques, allez voir leur podcast. C'est trop bien. Il faut avoir quand même un petit background entre guillemets pour comprendre parce qu'ils rentrent dans des sujets quand même assez Moi j'ai un pointus. background, mec. Et mais voilà, petite reco comme C'est ça. pas pour et moi, puis, voilà. pour l'État. C'est pas intéressant, merci Amy. On consomme pas de la même manière selon le média. Oui, c'est pas faux non plus. Non mais c'était intéressant, y a pas de souci. Hein. C'est juste que moi j'ai pas le niveau intellectuel pour réussir à rester accroché et comprendre. Il est teubé quoi. Voilà. Non, c'est Après, pas- faut avoir l'intérêt aussi. ce Si n'est ça pas ta t'intéresse pas, tu spécialité. décroches facilement. Mais Tu vois, quand tu C'est parles au intéressant. quotidien en général, j'écoute pas parce que c'est pas intéressant. Quoi. Tu parles souvent de séries nulles donc. Non, mais tu me fais toi, Il parle de Teen Wolf, bordel. oh putain. Pas encore. Mais voilà, il fallait faire la référence aujourd'hui encore. Il va falloir que je choisisse un jour où je vais en parler d'ailleurs.
Enfin, Ou non, la mais- blague, ça pourrait être justement que tu en parles jamais, justement. C'est le running gag. Et à la limite, c'est genre à chaque 1er avril, on va J'allais se faire dire, en mode on Link t'en the fait Sun, c'est le point culture sur les mangas, tu vois ce que je veux dire? Alors, du coup, j'ai parlé de Steve Wolf. Il le dit pas, mais il a transformé l'appart en laboratoire pour sa chronique. Chut. Ah, Faut pas dire. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Ou Psartech. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.